La biographie de saint Charles de Foucault, l'explorateur au Maroc suite. Citation de saint Charles. Le lendemain de mon arrivée, je reçois la visite d'un fils de Sidi Omar, Sidi el-Hadj Idriss. C'est un jeune homme de 25 ans, très beau, bien que mulâtre. Il est grand, bien pris, ses mouvements sont souples et gracieux, sa figure intelligente, vive et gaie. Le titre de Hadj, de l'esprit de l'instruction, une belle mine, ont fait de lui un des membres les plus considérés de la famille de Sidi Ben Daoud. Il vient, dit-il, voir si nous ne manquons de rien. 3 ou 4 musulmans l'accompagnent, on cause une demi-heure de choses et d'autres, nos visiteurs montrant une affabilité extrême. En nous quittant, Sidi Idriss demande si nous avons vu les rabbins de Bou el-Djad. Pas encore. Qu'ils viennent ou ne viennent pas, que vous restiez ici plusieurs jours ou plusieurs mois, soyez 1000 fois les bienvenus. Que signifient de telles prévenances, sans exemple pour des Juifs? Je ne tardai pas à le comprendre. 2 choses furent remarquables pendant les 4 jours suivants. D'une part, les fréquentes visites, l'excessive amabilité des parents du Sidi, qui s'efforçaient de me mettre en confiance et de me faire parler. De l'autre, un espionnage ouvert des Juifs qui surveillaient mes moindres démarches, mettaient le nez sur mon calepin dès que je voulais écrire, se jetaient sur mon thermomètre aussitôt que je le touchais, étaient grossiers et insupportables. Ces 2 procédés étaient trop accentués pour que la cause ne s'en devinât pas. Quelque indice avait dû faire soupçonner à Sidi Ben Daoud ou à son fils Sidi Omar ma qualité de chrétien. Pour s'éclairer, les marabouts avaient résolu de me faire espionner par les Juifs, et en même temps de m'examiner eux-mêmes. Il était évident que depuis 4 jours, on poursuivait cette recherche. Le 11 septembre, 6e jour depuis mon arrivée, un esclave de Sidi Idriss entre chez moi dans la matinée et me dit de le suivre avec Mardoché chez son maître. Il nous introduit dans une maison de la Zaouïa. Nous nous attendons à de nouvelles questions. Point. Aussitôt que nous sommes assis, on apporte à déjeuner thé, pâtisserie, beurre, œufs, café, amandes, raisins, figues sont placés sur des plateaux éblouissants. Sidi Idriss m'offre de la limonade et s'excuse de n'avoir ni couteau ni fourchette. Il mange avec nous, ce qui est une faveur inouïe, et faisant beaucoup de frais, nous raconte qu'il connaît Tunis, Alger, Beaune, Bougie, Philippeville, Oran, qu'il a visité en revenant de la Mecque. Au bout de 2 heures, nous sommes congédiés, et un esclave nous reconduit à notre domicile. Mes relations deviennent de jour en jour plus intimes avec Sidi Idriss et son père. Le 13 à midi, je suis appelé avec Mardoché chez le premier. Un déjeuner nous attend encore. Sidi Idriss le partage avec nous. Comme je lui parle de mon désir de quitter Bou el-Djad, il me répond qu'il m'escortera lui-même. Il est un des plus hauts personnages de sa famille et il ne se dérange que pour des caravanes de 200 ou 300 chameaux, mais pour mon compagnon et moi, il n'est rien qu'il ne fasse. Nous partirons tous 3 seuls dans quelques jours. Il veut se faire des amis de nous. Nous lui écrirons à notre retour à Alger et il ira nous y voir. Le repas fini, il me conduit à une fenêtre et me montrant la haute chaîne du Moyen Atlas qui borde l'horizon vers le sud, il se met à me la décrire et à me donner sur elle et ses habitants une foule de détails. Pour que je jouisse mieux de ce beau spectacle, il me fait apporter une chaise et une lunette d'approche. Il est inadmissible que tant de caresses soient désintéressées. Où Sidi Idriss et son père veulent-ils en venir? Je ne sais pas. Cependant, on m'a promis de m'escorter à mon départ de Bou el-Djad. Il faut cultiver cette bonne intention. Le jour même, j'envoie à Sidi Idriss 20 francs et 3 ou 4 pains de sucre, cadeau convenable pour le pays.
Le lendemain 14, Sidi Idriss nous fait chercher vers le soir pour dîner avec lui sur la terrasse. Dans la conversation, il répète qu'il voudrait aller à Alger et de là sur le continent des chrétiens. Serait-ce possible ? Rien n'est facile, lui dis-je. Le ministre de France à Tanger le fera parvenir à Alger, où je ferai tout à son service. Et lui-même amènerait-il un chrétien à Boueldjad ? Il ne demanderait pas mieux pourvu que le chrétien fût déguisé en musulman ou en juif et que le sultan ne sût rien. Il faudrait que la chose se négociât en secret entre lui et le ministre de France. En ce cas, ajoute Mardochée, les autorités françaises lui feront le meilleur accueil, car elles seront aises d'envoyer des Français reconnaître Boueldjad, qui n'a jamais vu aucun chrétien. Sidi Idriss répond en souriant que des chrétiens l'ont visité. Sous le costume musulman, non. Sous le costume juif, on ignorait qui ils étaient. Mais nous les avons reconnus. Le lendemain matin, nouvelle visite à Sidi Idriss, l'entretien devient tout à fait intime, après ce qu'il nous a dit hier. S'engagerait-il dans une lettre au ministre de France à accueillir et protéger tout Français dans sa ville ? Volontiers, dit-il, et il est prêt à faire une visite au même fonctionnaire pour l'assurer de sa bonne volonté envers la France.